Été 1944. Un avion allié défie un U-boat allemand. Le capitaine du sous-marin décide de l'affronter depuis la surface. La procédure a changé au cours de la guerre, avec l'évolution des menaces aériennes. À cette époque, il était censé plonger pour s'échapper. Feu! Bien qu'il essuie un feu nourri des canonniers du sous-marin, le pilote semble déterminé à couler le U-boat. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, une nouvelle arme permet de combattre depuis les profondeurs. Mais l'ennemi riposte avec ruse, force et ténacité. Encore primitifs mais révolutionnaires, les sous-marins vont radicalement changer le cours de la guerre. Leur histoire est légendaire. « 9 janvier 1940. À 65 km à l'ouest des côtes allemandes, le premier lieutenant en mer, Heinrich Timm, conduit une patrouille anti-sous-marin à bord du M7, un dragueur de mines de la marine de guerre allemande. Ces 2 derniers jours, les Allemands ont coulé 2 sous-marins britanniques dans la baie de Heligoland. La baie n'est pas propice aux opérations sous-marines. Il y a beaucoup de trafic. Il est difficile de rester en surface. Après seulement quelques mois de guerre, la marine royale britannique tente de faire subir un blocus au Troisième Reich. Un autre sous-marin britannique, le Starfish, a été dépêché sur place pour bloquer les navires allemands et les U-boats dans le port. Le lieutenant Thomas Turner repère ce qu'il croit être un destroyer ennemi. Abaissez le périscope. Il s'apprête à le torpiller. Tube 1 paraît. Baissez le périscope. Alors que Turner effectue une dernière vérification pour s'assurer de ses coordonnées de tir, il découvre le navire allemand en gros plan dans son périscope. À bord du dragueur de mine, la vigie l'a repéré, sortant de l'eau. Le capitaine change de cap et se prépare à une attaque à la grenade sous-marine. Abaissez le périscope. Le Starfish plonge pour éviter le navire. Le temps lui est compté. Les grenades risquent de toucher les hydroplans du sous-marin, indispensables pour changer de direction ou plonger. Turner décide de poser son bâtiment endommagé sur le fond. En restant immobile, il espère échapper à ses poursuivants. Arrêtez tout. Turner est dans une position délicate. Il a peur d'une détection par hydrophone. Du coup, il n'ose pas mettre en marche le moindre moteur. Silence. Turner espère que le dragueur de mine perdra la trace de son sous-marin. Mais le dragueur de mine n'a aucune intention de lâcher sa proie. Il rôde à la surface et lâche de nouvelles bordées de grenades sous-marines. L'une d'entre elles explose suffisamment près du Starfish pour endommager la coque interne sous pression. De ces compartiments, des bulles d'air s'échappent vers la surface. Ces bulles d'air qui sortent du Starfish, elles trahissent sa position. À la nuit tombée, les bulles permettent à Timm de préciser son attaque. Et il lance une nouvelle bordée de grenades sous-marines. C'en est arrivé au point où Turner risquait de ne plus pouvoir remonter du tout. Il devait prendre une décision et vite. Quel que soit ce qui l'attendait à la surface, il était obligé d'y retourner.
Surface. L'équipage s'empresse de détruire tout ce qui ne doit en aucun cas tomber dans les mains ennemies. Alors que le bâtiment remonte, Tim donne l'ordre de brûler tous les documents. Par ailleurs, il fait bien sûr piéger le vaisseau, ce qui est la procédure normale. L'équipage ouvre les vannes des passe-coques, voire les détruit si nécessaire. Le sous-marin endommagé, dont la coque se remplit d'eau, émerge lourdement sous les projecteurs du dragueur de mine. Il n'y a plus qu'une chose à faire pour l'équipage de Turner, Abandonnez le navire. Hissez l'échelle. grimper sur le pont et se rendre. Mais les efforts pour couler le Starfish sont un succès. Alors que les Allemands s'apprêtent à l'aborder, il coule sans que les services de renseignement ennemis ne puissent rien en tirer. Turner et ses hommes sont désormais prisonniers de guerre. Heinrich Timm, lui, est décoré de la Croix de fer de 2e classe pour son attaque d'école. Il est promu au grade de lieutenant-capitaine. Mais Timm renonce bientôt à sa carrière dans la marine traditionnelle et demande à être transféré dans les rangs des sous-mariniers. Vous n'avez guère de chance de devenir un héros sur un dragueur de mine. C'est un travail indispensable, mais les forces sous-marines étaient devenues beaucoup plus attractives pour les officiers de son rang. Lors de sa première mission à bord du U-251 en avril 1942, Timm coule un chargement de munitions à destination du port russe de Mourmansk. Feu! Il vient d'ouvrir son nouveau tableau de chasse. Il est devenu une sorte de mythe. C'était l'un des rares commandants capables de couler un sous-marin depuis la surface, mais aussi de couler un navire de surface depuis un sous-marin. En 1944, alors que l'Italie a capitulé, les deux dernières puissances de l'Axe, l'Allemagne et le Japon, essayent tant bien que mal de sauvegarder leur ligne d'approvisionnement en vivres, technologie et renseignements qui s'étirent sur des milliers de kilomètres. Le Reich emploie des navires marchands comme forceurs de blocus pour continuer à transporter des produits vitaux entre le Japon et l'Allemagne. Une stratégie compromise par la supériorité navale et maritime grandissante des Alliés. Un navire de surface n'avait aucune chance d'arriver au Japon en entier sans le soutien des U-boats. En conséquence de quoi, les Allemands adaptent l'une de leurs classes de sous-marins pour le voyage au long cours, le type 9D2. Les ingénieurs ont conçu un submersible doté d'une double coque avec un espace vide pour accueillir des torpilles supplémentaires et des vivres à la place du ballast. Grâce à l'agrandissement de ses réservoirs de carburant, il peut parcourir plus de 50 000 km, soit 2 fois plus que les autres sous-marins de type 9 ou 7. L'amiral en chef Karl Dönitz, cerveau des campagnes de U-boats victorieuses du début de la guerre, vient d'être promu à la tête de la marine de guerre allemande. Il recherche des commandants d'un genre particulier pour ses missions. Vous aviez besoin de stratèges de valeur qui soient aussi de bons marins. Dönitz a donc décidé de recruter des commandants de sous-marins très expérimentés, les plus à même d'effectuer ce long voyage jusqu'au Japon, en passant par la pointe de l'Afrique. Il nomme le lieutenant-capitaine Heinrich Timm à la tête de ce sous-marin d'un nouveau genre, de type 9D2, le U-862. Timm a pour ordre de rester caché durant la traversée de l'Atlantique Nord, lourdement défendue par les Alliés. La couverture aérienne et les groupes d'escorte alliés coûtent aux Allemands un tiers de leurs U-boats. Une fois quitté ces eaux dangereuses, Timm a l'autorisation de s'attaquer à des cibles à bas risque, avant de livrer sa cargaison à la base de Penang. Après avoir longé les côtes du Groenland,
Tim met le cap au sud, au beau milieu des routes marchandes alliées de l'Atlantique Nord. C'est alors que l'hydrophone capte de multiples signaux sonores qui pourraient indiquer la présence d'un navire ennemi. Malgré les ordres de Dönitz, Tim décide d'aller voir en surface. Vous pouvez penser qu'il était un peu trop pressé de faire surface et de jeter un coup d'œil. Et c'est vrai qu'il aurait dû suivre les ordres de ses supérieurs. Au périscope, Tim scrute les environs. Aucun navire à l'horizon. Mais alors qu'il ordonne d'abaisser le périscope, une explosion secoue le U-boat. Tim a attiré une attention dont il pouvait se passer. « 18 juin 1944, Atlantique Nord. 28 jours après avoir quitté l'Allemagne, le lieutenant-capitaine Heinrich Tim traverse l'Atlantique en direction de l'océan Indien. En lieu et place de l'habituel ballast, son sous-marin type 9D2 transporte de l'équipement radar et des bonbonnes de mercure destinés à l'Empire japonais. Mais Tim a mis en danger sa précieuse cargaison en sortant son périscope au beau milieu de la journée à la recherche d'une cible à attaquer. Alors qu'il abaisse son périscope, un avion allié a déjà repéré le U-boat et l'attaque. Tim sonne le branle-bas de combat et donne l'ordre de plonger. Sans aucun moyen de répliquer, l'équipage ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Des bombes aériennes explosent près du sous-marin. Plus le U-boat s'enfonce, plus le son des déflagrations s'atténue. Le bruit cesse enfin. Le U-862 vient de connaître le baptême du feu pour son premier voyage au long cours. Tim et son équipage ont de la chance d'avoir survécu à cette attaque. Tim a retenu la leçon. Il poursuit sa route en évitant autant que possible de remonter. Et quand il quitte la zone de surveillance aérienne alliée à proximité des Açores, il a enfin l'autorisation de se mettre en chasse. Aussi loin au sud, le U-862 peut passer plus de temps en surface à la recherche de cibles. Le matin du 24 juillet, alors que le sous-marin croise maintenant au sud de l'équateur, les vigies repèrent de la fumée à l'horizon. Comme Dönitz l'espérait, les navires alliés voyagent ici sans escorte. Malgré sa supériorité, notamment numérique, la marine alliée ne pouvait pas être partout à la fois. Faire en sorte que tous les navires circulent en convoi aurait réduit les capacités de transport de 20%. En termes de risque global, il valait mieux que ces bateaux voyagent seuls. Tim ordonne aux hommes de prendre place à leur poste de combat, puis entreprend de suivre à la trace le navire marchand. Vers 17 h, il fait mettre le U-862 en position de tir. Il plonge en immersion périscopique et fait placer dans les tubes 1 et 2 sa nouvelle arme secrète, la T5, surnommée le Roitelet. Cette torpille développée par les ingénieurs du Reich en 1943 permet d'améliorer la précision de tir en éliminant le facteur humain au moment de la visée. Elle est dotée d'un dispositif acoustique primitif. Il permet de chercher la source sonore la plus bruyante dans l'eau, c'est-à-dire en général le bruit de l'étrave d'un vaisseau de surface, et d'ajuster sa trajectoire vers ce signal. Au crépuscule, Tim fait tirer ses 2 torpilles. Les T5 cherchent leur cible
alors que l'équipage garde les yeux rivés sur le chronomètre, curieux de voir à l'œuvre cette toute nouvelle technologie. Cette torpille devait positionner tout le monde, un peu comme les nouveaux portables aujourd'hui. L'hydrophone permet de suivre les torpilles qui s'éloignent du U-boat en direction du cargo. Pourtant, une fois le temps écoulé, aucune explosion. Les T-5 ont raté leur cible. Mais l'homme en charge de l'hydrophone continue d'écouter et se rend compte que le son produit par l'une des torpilles s'accentue. La T-5 semble revenir. Ça devait être assez incroyable, et pas dans le bon sens, de voir la torpille revenir vers vous et vous prendre en chasse. Elle se dirige droit vers le U-862. « 24 juillet 1944, sud de l'Atlantique. Un commandant de U-boat, le lieutenant-capitaine Heinrich Timm, a repéré un navire marchand et fait tirer 2 torpilles électriques T-5 acoustiques. Mais l'une d'elles connaît un dysfonctionnement. Ces torpilles acoustiques représentaient un grand avantage, mais aussi un grand risque. Car dans certains cas, si le sous-marin faisait trop de bruit, ce n'était pas la cible choisie que la T-5 visait, mais le U-boat qu'il avait tiré. La torpille est visiblement attirée par le bruit des hélices du sous-marin. Timm réagit à toute vitesse. Il fait plonger le sous-marin et couper les moteurs. Couper les moteurs, c'est une manœuvre d'urgence qui condamne le sous-marin à flotter dans l'eau, jusqu'à ce qu'il descende trop bas ou au contraire remonte à la surface. Il demande à chacun de ne plus faire le moindre bruit, dans l'espoir que la torpille perde la trace du U-boat. Maintenant que les moteurs sont éteints, l'équipage entend le ronronnement de scie électrique de la T-5. Alors que la torpille se rapproche, le son se répercute sur la coque. Elle fonce vers le U-862. En fait 3 fois le tour, en quête d'un contact sonore. Puis, en l'absence de cible, elle finit par exploser. Sans endommager le sous-marin. Plonger immédiatement une fois la T-5 tirée sera bientôt la procédure standard, mais la technologie est encore toute neuve. Timm refait surface, espérant que le bruit de l'explosion n'a pas fait fuir sa cible. Coup de chance, le navire allié poursuit sa route, visiblement dans l'ignorance du drame qui vient de se jouer sous l'eau. Timm prépare une nouvelle salve. Ce sont cette fois 3 torpilles conventionnelles qui foncent vers le navire. Cette fois, elles ne ratent pas leur cible. Timm et son équipage viennent d'ouvrir leur tableau de chasse. Trois semaines plus tard, le U-862 passe le cap de Bonne-Espérance et pénètre dans l'océan Indien. Timm a bien l'intention de couler de nouveaux navires marchands. L'amiral Somerville, chef de la flotte britannique d'Orient et éminemment compétent, estime qu'il n'a pas les moyens d'assurer un système où les convois seraient escortés. Il n'a pas assez de navires. Et Heinrich Timm en profite. Il coule 2 cargos solitaires l'un après l'autre. 2 jours plus tard, il repère un autre navire marchand, le Nerung.
Mais le navire allié n'est pas une cible facile. Tim a déjà tenté sa chance, mais la torpille a raté sa cible. Après des heures de poursuite, Tim tient enfin l'ennemi dans son viseur. À 1000 mètres de distance, il fait tirer une salve de torpilles qui laisse une traînée fluorescente dans l'eau, ce qui permet aux vigies de suivre leur trajectoire. Elle semble se diriger vers la poupe du navire, quand soudain, le Nerung joue de malchance, il est chargé d'explosifs. Aussi, lorsque les torpilles atteignent leur cible, il y a une gigantesque explosion et il coule aussitôt. L'équipage du sous-marin subit le souffle de l'explosion de plein fouet. Une pluie de débris s'abat sur le bâtiment. Sous le pont, les hommes sont projetés contre les cloisons. Personne ne s'attendait à une déflagration aussi énorme. Celle subie par le Nairang est cataclysmique. J'imagine qu'après un tel moment, on pense à sa propre mort. Après 6 jours de mission sans repos, les hommes sont épuisés. L'aube n'est pas loin. Ils comptent les minutes qui les séparent de l'immersion et d'un repos bien mérité. Quand le jour se lève, ils enfilent leurs lunettes de soleil. Alors que le quartier-maître Petel scrute les alentours, il se rend compte que les lunettes sont sales. Il les enlève pour les nettoyer, quittant ainsi un instant l'horizon des yeux. Lorsqu'il relève la tête, il remarque quelque chose dans le ciel. C'était un avion en approche. Dans les premiers rayons du soleil levant, un bombardier ennemi se dirige droit sur l'U-862. 20 août 1944, canal du Mozambique. À l'aube, le maître Friedrich Petel a repéré un bombardier Catalina fonçant vers le sous-marin. Durant la semaine qui vient de s'écouler, Heinrich Timm, commandant du U-862, a coulé 4 navires marchands alliés entre Madagascar et les côtes orientales de l'Afrique. Les Alliés ont installé une base d'hydravions pour faire barrage aux U-boats rôdant au nord du canal du Mozambique. Petel donne l'alarme. La procédure a changé au cours de la guerre, avec l'évolution des menaces aériennes. À cette époque, il était censé plonger pour s'échapper. Heinrich Timm n'est pas sûr d'avoir le temps de plonger. Il décide alors de faire face. Il fait mettre le sous-marin en position de combat. Les canonniers se ruent à leur poste. Le bombardier approche à basse altitude, à environ 100 mètres au-dessus de l'eau. À 1000 mètres de distance, Petel tient l'avion dans son viseur. Il demande à son commandant l'autorisation d'ouvrir le feu. Celui-ci refuse, préférant attendre une meilleure position de tir. L'avion est maintenant à 500 mètres. Petel renouvelle sa demande. Et cette fois, Timm la lui accorde. Les canons du U-boat crachent sans discontinuer. Et les balles pleuvent sur l'appareil en approche. Petel fait mouche à plusieurs reprises, jusqu'à ce que son arme s'enraye. L'artillerie légère du sous-marin continue d'arroser le bombardier, visant le cockpit et le nez de l'appareil. Pour le type, en charge de la batterie anti-aérienne, c'était comme un duel, 2 chevaliers s'affrontant en combat singulier. Le pilote du Catalina ne dévie pas d'un pouce. Il semble prêt à s'écraser sur le U-862. Timm ordonne une manœuvre d'évitement. Le bâtiment vire brutalement de bord. Tandis que le bombardier qui a été touché fonce sur le U-862, les sous-mariniers se mettent tant bien que mal à couvert.
Rasant l'eau à 15 mètres de la surface, le bombardier frôle le kiosque du sous-marin et s'écrase dans l'océan. Craignant que l'avion ait eu le temps de signaler sa position, Tim décide de faire plonger le U-boat pour ne pas faire courir de risque à sa précieuse cargaison. Le U-862 continue alors sa route vers sa destination. Le 9 septembre 1944, il arrive enfin à Penang, où il reçoit un accueil chaleureux des alliés japonais. C'était un grand moment. Un U-boat allemand était parvenu à rallier Penang après des milliers de kilomètres parcourus dans les eaux ennemies. On lui a donc fait un accueil triomphal, avec des discours, une fanfare. Le commandant autorise son équipage à débarquer pour une permission à Penang et Singapour. Avant de rembarquer l'équipage pour sa prochaine mission, le U-862 est chargé de matériaux difficiles à trouver en Allemagne. Du molybdène et du tungstène, indispensables dans la fabrication de l'acier de haute résistance. Mais plutôt que de rentrer directement afin d'alimenter la machine de guerre du Reich, Heinrich Timm propose un détour audacieux par l'Australie. Il pense être en position de créer un chaos suffisant pour détruire beaucoup d'éléments ennemis dans une région où les Alliés ne s'attendent pas du tout à subir d'attaques. En Europe, les nazis sont aux abois depuis que le commandant du U-862 a quitté l'Allemagne. En septembre 1944, l'avancée des Alliés en France oblige Dönitz à évacuer ses U-boats de leur base française. Les forces alliées encerclent Berlin. L'Allemagne, de plus en plus isolée, a désespérément besoin de ravitaillement. Pourtant, l'amirauté allemande ne voit pas d'un mauvais œil la proposition d'Heinrich Timm. Dönitz valide le plan de Timm d'opérer le long des côtes australiennes. C'est dans la droite ligne de son approche stratégique. Envoyer un U-boat là où l'ennemi n'en a encore jamais vu, c'est l'obliger à déployer sa flotte, à créer des escortes pour protéger les voies de ravitaillement et à traquer les U-boats. L'objectif est d'immobiliser une partie des avions et des navires alliés. Pour Dönitz, que ces U-boats combattent dans l'Atlantique, le Pacifique ou l'océan Indien, ça ne fait aucune différence, tant qu'ils sont en mesure de couler les bâtiments ennemis. C'est une façon d'alléger le fardeau qui pèse sur les autres théâtres d'opération en créant une nouvelle menace ailleurs. 5 novembre 1944. Le U-862 quitte Singapour pour l'Australie. Cap au sud. Mais des ennuis mécaniques contrecarrent les plans d'Heinrich Timm et l'obligent à rentrer au port. Heureusement pour lui, car Heinrich Timm ne le sait pas, mais les Japonais communiquent beaucoup d'informations à leur flotte. Et tous leurs messages étaient décodés en un clin d'œil. Ce qui signifie que lorsque les Japonais disaient à leurs navires « Attention, il y a des sous-marins allemands, ne les attaquez pas », c'est comme s'ils disaient aux Alliés « Attention, il y a des sous-marins allemands, coulez-les ». En retournant au port, le U-862 échappe au piège tendu par les Alliés. Ceux-ci parviendront à couler d'autres sous-marins allemands en route pour l'Australie, mais pas celui d'Heinrich Timm. Le 6 novembre, le U-862 repart discrètement et s'évanouit dans l'océan Indien. Les Alliés perdent sa trace dans ces immenses étendues d'eau. Quatre semaines plus tard, le U-862 subit une forte houle au large des côtes sud de l'Australie, près de l'île Kangourou. Les vigies n'ont pas vu le moindre bâtiment allié, et les officiers commencent à s'impatienter de cette absence de cible. Leur commandant décide de se rapprocher des côtes, ce qui n'est pas sans danger.
Compte tenu de la présence de défenses anti-sous-marines, avions et navires de guerre, il avait bien plus de chances d'être repéré et attaqué en s'approchant de la côte. Le 9 décembre, l'hydrophone du sous-marin capte enfin un son. Heinrich Timm ordonne de faire surface pour voir ce qu'il en est. La météo est exécrable et la visibilité encore pire. Quand il repère enfin le navire ballotté par les vagues, il est trop tard pour attaquer en immersion. Et pas assez de temps pour armer les torpilles. Il décide donc de donner l'assaut en surface avec ses canons de 88 mm et de 20 mm. Et ce, en plein jour. Son premier officier de quart proteste contre cette décision qu'il juge mauvaise, sans ébranler l'assurance de son commandant, qui lui assure néanmoins qu'il attendra le dernier moment pour ouvrir le feu, de manière à profiter au maximum de l'effet de surprise et faire preuve d'une plus grande précision. Les canonniers se préparent au combat sur le pont. Alors que le U-boat lutte contre les vagues et le vent pour se rapprocher du cargo, son commandant s'impatiente. Il donne l'ordre au canon de 88 d'ouvrir le feu avant d'être à portée de l'artillerie plus légère du sous-marin. Deux faits interviennent à ce stade. D'abord, une grosse vague submerge le pont. Elle manque d'emporter les artilleurs. Et le premier tir au canon rate sa cible. La détonation trahit la présence du sous-marin. À bord de l'Ilissos, un navire grec, les servants de ses batteries sont rapides et répliquent immédiatement. Heinrich Timm réalise soudain sa folie. Contre l'avis de son premier officier de quart, le commandant du U-862 a décidé d'attaquer par surprise un cargo à l'aide de ses seuls canons. C'est alors qu'une grosse vague submerge le sous-marin, qui manque son premier tir, donnant l'alerte à sa cible. À ce moment-là, Timm comprend qu'il a fait une erreur. Son premier officier de quart avait raison, il aurait dû suivre son conseil. Au lieu de quoi, il se retrouve dans une situation extrêmement grave. Un seul tir ajusté du cargo pourrait percer la coque pressurisée du sous-marin, l'empêchant de plonger. Timm ordonne immédiatement une plongée en urgence, alors que les obus de l'Ilissos arrosent les alentours du U-862. Heureusement, le mauvais temps dissimule le sous-marin qui parvient à s'enfuir. Mais cette attaque inopportune a permis aux forces alliées de localiser un sous-marin allemand. La chasse est ouverte. Traqué, le U-862 est contraint de fuir les routes de commerce au large de la côte sud de l'Australie et de faire une boucle autour de l'île de Tasmanie. Le mois de décembre avançant, après plus de 32 000 km de voyage, les hommes s'affairent pour décorer le navire et fêter le solstice d'hiver et Noël. Ils avaient à cœur de recréer leur foyer à bord du sous-marin. Ces jours étaient spéciaux. Cuisiner les mêmes plats qu'à la maison, c'était sentir, goûter la même chose qu'à la maison. C'est comme s'ils étaient à la maison. Une façon de maintenir un lien avec leur famille qui ferait la même chose en Allemagne. Mais les festivités doivent être interrompues. La veille de Noël, une vigie repère de la fumée au loin. Quand Heinrich Timm monte voir, il découvre un cargo, le Robert J. Walker, en route pour Sydney. Celui-ci n'est qu'à un jour de son port d'arrivée. Une brève éclaircie permet au sous-marin de se mettre en position de tir. Il lance 2 torpilles contre le navire allié. Elles font mouche, mais le cargo reste à flot. Le Robert J. Walker est un Liberty Ship.
Les Allemands les méprisaient. Ils les surnommaient les cercueils du Kaiser, parce que, selon eux, ils étaient de mauvaise facture et coulaient à la première salve. Mais pas dans ce cas. En fait, les Liberty Ships se sont révélés très résistants. Faute de stock suffisant à Penang, Heinrich Timm n'a pas pu faire le plein de torpilles. Il ne lui en reste que 13 pour terminer sa mission. Il décide malgré tout d'en sacrifier une autre. Mais elle rate sa cible. Après 3 torpilles, le Robert J. Walker ne veut toujours pas sombrer. Pire, il lance un appel de détresse. Au moment où le cargo lance un appel radio, Timm a 2 certitudes. La première, le bateau ne coule pas. Et la deuxième, son capitaine ne sait pas encore de quoi il a été victime. S'agit-il d'une mine flottante ou d'une torpille? Timm doit donc prendre une décision. Lui faut-il risquer une autre de ses précieuses torpilles ou filer en pensant à la sécurité du sous-marin? 4h20, le matin de Noël. Après avoir débuté son attaque à minuit 20 contre le Robert J. Walker, Heinrich Timm décide de tenter à nouveau sa chance. Son sous-marin en immersion, il se rapproche le plus près possible du cargo afin d'augmenter ses chances de succès. Puis, il fait tirer une 4e torpille. À bord du Robert J. Walker, les vigies sont aux aguets. Torpille! La torpille est encore à 800 mètres, mais se rapproche à toute vitesse. Et cette fois, elle s'apprête à faire mouche. Après 218 jours de mer, le U-862 se trouve à 257 km au sud-est de Sydney. Très loin de l'Allemagne. Son commandant, Heinrich Timm, a touché à 2 reprises un cargo allié et s'apprête à finir le travail. Le sillage de la 4e torpille de l'U-862 est parfaitement visible à la surface. Torpille! L'équipage du Robert J. Walker la regarde s'approcher avec horreur. Mais ce Liberty Ship est loin d'être sans défense. Les servants de ces batteries sont des réservistes de la marine américaine. L'un d'entre eux, le matelot de première classe Harold Stone, passe à l'action. Stone est aux manettes d'une batterie anti-aérienne, un canon Oerlikon à tir rapide de 20 mm. Il pointe son arme vers la torpille qui fonce vers lui, presse la détente et l'arrose sans discontinuer. La torpille est maintenant à moins de 100 mètres du Robert J. Walker quand Stone fait mouche. La torpille explose dans une immense gerbe d'eau et de fumée. C'est le signe qu'il a fait preuve d'une grande précision, mais aussi qu'il a eu beaucoup de chance. L'un ne va pas sans l'autre. Stone et son coéquipier continuent à tirer dans la pénombre afin de décourager une nouvelle attaque. Lors de la phase initiale de l'attaque, le navire n'est pas sûr d'avoir été torpillé. Mais quand la batterie anti-aérienne détruit la torpille, il ne fait plus aucun doute que la source de la menace est un sous-marin. Il faut donc prendre des mesures pour prévenir une nouvelle agression. Alors que le Robert J. Walker tente de se dissimuler derrière un écran de fumée, à bord du U-862, Timm est exaspéré. Il a entendu l'explosion et vu la fumée. Il suppose donc que la torpille a fait mouche. Pourtant, le navire est toujours à flot. Après avoir tiré 4 torpilles, Timm doit reconsidérer la situation. Il sait qu'après tout ce temps, les Alliés sont informés de l'attaque. Des renforts sont sans doute en route, prêts à secourir le navire marchand et à traquer le sous-marin. S'il veut couler le Robert J. Walker pour de bon, un tiers de ces torpilles aura été utilisé sur une seule cible. Au bout du compte, il décide de s'en remettre aux sages conseils de Karl Dönitz. Quelques années plus tôt, Dönitz avait expliqué à ses sous-mariniers qu'il fallait mieux couler un seul navire qu'en endommager beaucoup. Aux premières lueurs du jour de Noël, Timm fait tirer une 5e torpille. Feu!
Les canonniers du Robert J. Walker sont prêts. Ils commencent immédiatement à tirer. Pendant 4 longues minutes, Stone et ses camarades font pleuvoir un déluge de feu dans l'océan. Mais cette fois, la torpille fonce en eau trop profonde et atteint son objectif. Elle éventre la coque du Robert J. Walker et détruit le pont. Dans l'espoir d'échapper à la chasse aux sous-marins qui s'annonce, le U-862 fait cap à l'est à travers l'océan Pacifique en direction de la Nouvelle-Zélande. En coulant le Robert J. Walker, Tim et son équipage signent une nouvelle victoire. Le nombre de navires qu'il a coulés n'est pas exceptionnel. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il est le premier commandant de sous-marin à en avoir coulé au moins un sur chacun des 4 océans du globe. Heinrich Trim poursuit sa mission au large de la Nouvelle-Zélande avant d'aller se réapprovisionner à Jakarta. Il en profite pour couler un dernier navire au passage. Malgré cette épopée couronnée de succès, le U-862 ne livrera jamais sa précieuse cargaison. Car le 30 avril 1945, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule une semaine plus tard. Heinrich Tim et son équipage remettent leur U-boat aux Japonais. Ils resteront prisonniers de guerre longtemps après la fin des hostilités. À ce stade de la guerre, la campagne du U-boat est devenue périphérique. Difficile de faire plus périphérique que des sous-marins au large de l'Australie. En conséquence de quoi elle n'est guère étudiée. Je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, à cause des chiffres. D'autres que lui ont coulé bien plus de navires. Mais lui, c'est différent. Il a parcouru un nombre incroyable de kilomètres et tellement de jours en mer lors de son interminable voyage. La mission qui a conduit Heinrich Tim au-delà de l'océan Indien n'a pas d'équivalent. Il a passé 202 jours en mer et parcouru plus de 50 000 kilomètres. Il s'est éloigné de l'Allemagne comme aucun capitaine de U-boat avant lui, démontrant ainsi l'extraordinaire capacité des sous-marins à se déplacer furtivement aux 4 coins des océans du globe.